Le plateau tomba sur le sol en marbre avec un fracas qui résonna dans tout le manoir. Des assiettes en porcelaine se brisèrent en 1000 morceaux. Le jus d'orange s'écoula comme du sang dans les jointures du sol. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui comptait était sur le lit king size, immobile comme une poupée cassée. La fillette de 3 ans n'avait même pas cligné des yeux. Thomas Whitmore observait depuis la porte de la chambre, les poings serrés et le visage marqué par des nuits sans sommeil. C'était le genre d'homme qui avait construit un empire à partir de rien, qui dirigeait des réunions avec des présidents et concluait des contrats de millions d'un simple hochement de tête. Mais là, devant ce lit, il n'était qu'un père complètement impuissant. Sa fille Emma n'avait pas mangé depuis 14 jours. 2 médecins privés se trouvaient dans le salon à cet instant précis, discutant d'une hospitalisation forcée. La nutritionniste avait déjà abandonné la semaine précédente. La psychologue pour enfants demandait 5 000 $ par séance et admis, pour la première fois de sa carrière, qu'elle ne savait pas quoi faire. Emma ne réagissait tout simplement pas. Elle ne parlait pas. Elle ne pleurait pas. Elle ne mangeait pas. Tout avait commencé 6 mois plus tôt, lorsque la voiture de Catherine Whitmore avait dérapé sur la route mouillée et percuté un camion. La femme de Thomas était morte instantanément. Emma était sur le siège arrière, attachée dans son siège enfant, criant pour le corps de sa mère qui ne bougeait plus. Depuis ce jour, la fillette n'avait plus jamais été la même. Au début, Emma cessait simplement de jouer pendant de longues périodes. Puis, elle cessa de parler aux autres employés. Ensuite, elle cessa de sourire complètement. Mais au cours des 2 dernières semaines, quelque chose de beaucoup plus effrayant se produisit. Emma regarda l'assiette de nourriture que la gouvernante avait préparée avec tant de soin et tourna simplement la tête. Le lendemain, elle fit la même chose. Et le jour suivant. Et encore le lendemain. Thomas avait tout essayé. Il acheta les jouets les plus chers. Engagé des clowns, des magiciens, des animateurs. Il emmena sa fille dans les meilleurs restaurants de la ville. Rien. Emma restait allongée dans son lit, regardant le plafond, comme si elle attendait quelque chose que seule elle pouvait voir. Les médecins parlaient de dépression infantile sévère, de traumatisme post-accident, de blocage émotionnel. Mais Thomas ne voulait pas de diagnostic. Il voulait que sa fille recommence à vivre. Le problème, c'est que plus il essayait, plus Emma s'éloignait. C'était comme essayer de retenir de l'eau avec les mains. Et c'est exactement à ce moment de désespoir total que Clara entra dans le manoir. Elle n'avait pas été engagée pour s'occuper d'Emma. En réalité, Clara était là pour remplacer l'une des employées de ménage qui avait démissionné. Elle avait 28 ans, venait d'un quartier où les maisons n'avaient pas de portails automatiques et les rues n'étaient pas asphaltées. Sa peau noire brillait sous la lumière du gigantesque lustre de l'entrée, et ses yeux portaient quelque chose que personne d'autre dans cette maison ne possédait. La marque de quelqu'un qui était déjà passé par le fond du gouffre et avait survécu. Clara ne connaissait pas Emma personnellement, mais elle connaissait ce genre de silence. Elle-même avait vécu quelque chose de similaire quand elle était enfant. Sa mère était morte d'un cancer quand Clara n'avait que 5 ans. Elle se souvenait du vide, de la sensation que le monde avait perdu ses couleurs, du désir étrange de simplement disparaître. Le 2e jour de travail, Clara nettoyait le couloir du 2e étage lorsqu'elle entendit la gouvernante sortir de la chambre d'Emma en pleurant. La femme plus âgée tenait un plateau intact et murmurait quelque chose à propos de la fillette qui mourait de faim. Clara s'arrêta de frotter le sol et regarda la porte entr'ouverte de la chambre. Quelque chose en elle bougea. Elle ne demanda pas la permission. Elle ne consulta personne. Elle laissa simplement tomber le balai, se leva et se dirigea vers la porte. Elle poussa doucement et entra. Emma était exactement comme Thomas l'avait décrit au médecin. Allongée sur le côté, regardant le mur, respirant lentement, la peau pâle et les lèvres gercées. Clara tira une chaise et s'assit à côté du lit. Elle ne toucha pas à la fillette. Elle n'essaya pas de forcer la conversation. Elle resta simplement là, en silence, pendant presque 20 minutes. Puis, d'une voix basse et calme, Clara commença à parler. « J'ai aussi perdu ma mère quand j'étais petite. Je sais ce que tu ressens. » Emma ne bougea pas. Mais quelque chose d'imperceptible se produisit. Sa respiration changea. Juste un peu. Assez pour que Clara comprenne que, pour la première fois depuis des semaines, quelqu'un avait réussi à atteindre cet enfant. Thomas observait tout par l'entrebâillement de la porte, retenant son souffle, incapable de croire ce que ses yeux voyaient. Cette nouvelle employée, dont il connaissait à peine le nom, faisait quelque chose qu'aucun spécialiste très cher n'avait réussi. Elle se connectait avec Emma. Et cela allait tout changer. Thomas entra dans la chambre dès que Clara sort. Ses pas sont lourds, chargés d'une colère qu'il ne sait pas vraiment contre qui diriger. Peut-être contre Dieu. Peut-être contre le destin. Peut-être contre lui-même. « Vous n'êtes pas autorisé à entrer ici, dit-il, la voix tranchante comme du verre.
Clara se tourne et le regarde sans peur. Ses yeux ne détournent pas le regard. Elle connaissait les hommes puissants. Elle connaissait le type d'autorité qui vient de l'argent. Mais elle connaissait aussi la différence entre le pouvoir et la présence. Et Thomas Whitmore, aussi riche soit-il, était complètement absent de la vie de sa propre fille. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, votre fille est en train de mourir. Et personne ici ne fait vraiment quelque chose qui compte. La phrase tombe comme une bombe. Thomas sent son sang bouillir. Comment cette employée osait-elle lui parler ainsi? Elle ne connaissait rien de sa vie, de sa douleur, des fortunes qu'il avait dépensées pour sauver Emma. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Clara continue. Elle n'a pas besoin de médecin. Elle a besoin de quelqu'un qui comprenne sa douleur. Et vous ne comprenez pas parce que vous êtes trop occupé à essayer de tout réparer seul. Thomas serre les poings. Une partie de lui voulait renvoyer Clara sur le champ. Mais une autre partie, petite et effrayée, savait qu'elle avait raison. Il s'était éloigné émotionnellement d'Emma depuis la mort de Catherine. Pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce qu'il ne supportait pas de regarder sa fille et de voir le visage de sa femme morte reflété là. « Sortez de ma chambre », ordonne-t-il, la voix tremblante. Clara acquiesce et sort sans rien dire de plus. Mais quelque chose a changé. Thomas reste immobile pendant de longues minutes, regardant Emma, sentant le poids écrasant de sa propre incapacité. Pour la première fois depuis des mois, il pleure. Dans les jours suivants, la tension dans le manoir grandit comme une tempête sur le point d'exploser. La gouvernante, Madame Béatrice, une femme de 60 ans qui travaillait pour la famille depuis des décennies, commence à répandre du poison contre Clara. Elle voit la nouvelle employée comme une menace, quelqu'un qui essaie de prendre sa place de confiance aux côtés de Thomas. Cette fille ne sait rien, marmonne Béatrice dans la cuisine aux autres employés. Elle vient de la favela, elle n'a pas d'éducation, pas d'expérience. Comment ose-t-elle donner son avis sur la fillette? Mais ce qui dérange vraiment Béatrice, c'est le fait que Clara a réussi quelque chose que, malgré toute son expérience et son dévouement, elle n'a jamais atteint, toucher le cœur d'Emma. Et cela ronge la gouvernante de l'intérieur comme de l'acide. Béatrice commence à saboter Clara de façon subtile. Elle cache ses produits de nettoyage. Elle répand des mensonges sur elle auprès des autres employés. Elle dit que Clara essaie de profiter de la situation pour obtenir de l'argent de Thomas. Dans un manoir rempli de personnel, la parole de Béatrice a du poids. Et Clara, étant nouvelle et venant de l'extérieur, se retrouve rapidement isolée. Mais Clara ne renonce pas. Chaque nuit, après que tout le monde dort, elle retourne dans la chambre d'Emma. Elle s'assoit sur la même chaise. Et elle parle. Elle raconte des histoires de sa propre enfance. Elle parle de la douleur d'avoir perdu sa mère. Du vide qui semble ne jamais passer. Des jours où elle ne voulait pas manger, ne voulait pas vivre, ne voulait rien d'autre que disparaître. Emma ne répond jamais. Mais elle écoute toujours. Et Clara sait que cela suffit pour l'instant. Thomas observe tout de loin, partagé entre gratitude et fierté blessée. Il paie les meilleurs professionnels du pays. Comment est-il possible qu'une employée sans diplôme, sans CV, sans rien, fasse plus pour sa fille que tous les spécialistes réunis? La réponse est simple, mais Thomas n'est pas encore prêt à l'accepter. Emma n'a pas besoin de traitement. Elle a besoin de quelqu'un qui la voit vraiment. Et Clara est la seule personne dans cette maison qui regarde Emma et ne voit pas un problème à résoudre. Elle voit un enfant en souffrance qui a besoin d'être accueilli. La 16e nuit sans manger, Emma commence à présenter des signes graves de déshydratation. Ses lèvres saignent. Ses yeux sont enfoncés. Son petit corps semble encore plus petit sous les draps blancs. Les médecins donnent un ultimatum. Soit Emma accepte de se nourrir dans les 24 heures, soit elle sera hospitalisée et nourrie par sonde de force. Thomas ne dort pas cette nuit-là. Il reste assis dans la bibliothèque, regardant la photo de mariage avec Catherine, ressentant le poids écrasant d'échouer comme père. Il a tout l'argent du monde. Mais il ne peut pas sauver la seule chose qui compte vraiment. Pendant ce temps, Clara est dans la cuisine. Seule. Silencieuse. Préparant quelque chose que personne n'attend. Elle ne dit rien à personne. Elle ne demande aucune autorisation. Elle prend simplement les ingrédients les plus simples qu'elle trouve et commence à cuisiner. Ses mains bougent avec la mémoire d'une vieille recette. Une recette que sa propre mère faisait quand Clara était petite et que le monde semblait trop vaste pour être supporté. C'est juste un sandwich au fromage fondu. Rien de sophistiqué. Rien de cher. Mais il a quelque chose que aucune nourriture gastronomique préparée par les chefs privés de Thomas n'a. Il a de l'amour. Il a du souvenir. Il a l'essence de quelque chose qui compte vraiment. Au lever du soleil, Clara monte les escaliers avec le plat simple dans les mains. Béatrice essaie de l'arrêter dans le couloir, mais Clara passe simplement devant. Elle entre dans la chambre d'Emma. S'assoit sur la chaise.
et pose le plat sur la table de chevet. Elle ne dit rien. Elle attend simplement. L'odeur du fromage fondu commença à remplir la chambre. C'était un arôme simple, fait maison, complètement différent des repas élaborés que les chefs préparaient quotidiennement. Emma restait immobile, mais quelque chose d'accent grave, peine perceptible se produisit. Ses narines bougèrent. Juste un peu. Comme si son corps se souvenait de ce que c'était que d'avoir faim. Clara ne se précipita pas. Elle connaissait ce moment. Elle connaissait la fragilité d'un enfant qui avait construit des murs si hauts que tout mouvement brusque pourrait les renforcer encore plus. Alors elle resta simplement là, assise, avec l'assiette fumante à côté d'elle, à attendre. Les minutes passèrent. Puis 1 heure. Le sandwich refroidit un peu, mais Clara ne bougea pas. Elle recommença à parler, mais cette fois c'était différent. Elle ne parlait pas de douleur ou de perte. Elle parlait de sa mère. Des bons jours. Des matins où elle se réveillait avec l'odeur de la nourriture dans la petite cuisine de la maison modeste où elle vivait. « Ma mère me faisait ce sandwich quand j'étais triste », dit Clara doucement. Elle disait que la nourriture faite avec amour a un pouvoir spécial. Ça ne guérit pas tout, mais ça aide à se rappeler qu'il y a encore de la bonté dans le monde. Emma tourna la tête. Pour la première fois depuis 16 jours, elle regarda quelqu'un directement. Ses yeux étaient enfoncés, fatigués, mais il y avait quelque chose. Une minuscule étincelle de vie qui résistait encore. Clara sentit son cœur s'accélérer, mais resta calme. Elle tendit l'assiette lentement, sans forcer, sans exiger. Juste offrir. Emma regarda le sandwich. Puis Clara. Puis de nouveau le sandwich. « Tu n'as pas besoin de manger si tu ne veux pas, » murmura Clara. « Mais je vais le laisser ici. Au cas où tu changerais d'avis. » À ce moment précis, la porte s'ouvrit brusquement. Béatrice entra comme un ouragan, le visage rouge de colère. Derrière elle, Thomas arrivait à grands pas, alerté par la gouvernante que Clara faisait quelque chose de dangereux dans la chambre d'Emma. « Qu'est-ce que tu crois faire » cria Béatrice, sa voix stridente déchirant le silence délicat que Clara avait construit. « Tu n'as pas la permission de nourrir la fillette. Les médecins ont dit que tout ce qui est mal fait pourrait aggraver son état. » Thomas s'arrêta à l'entrée, observant la scène. Une partie de lui voulait intervenir, expulser Clara immédiatement. Mais quelque chose le fit hésiter. Peut-être la façon dont Emma regardait le sandwich. Ou peut-être le fait que, pour la première fois depuis des semaines, sa fille semblait présente. Clara se leva lentement, regardant Béatrice sans peur. « Je ne force rien. J'ai juste offert. Le choix lui appartient. » Béatrice fit un pas en avant, pointant son doigt vers Clara. « Tu n'es qu'une employée de ménage. Tu n'as aucune qualification pour t'occuper de cet enfant. Tu mets sa vie en danger par arrogance. » La tension dans la chambre était suffocante. Thomas resta silencieux, observant les deux femmes, mais surtout observant Emma. Sa fille était maintenant assise, soutenue par les coussins, les yeux fixés sur l'assiette. Et alors, cela arriva. Emma tendit la main. Ses doigts maigres et tremblants touchèrent le bord de l'assiette. Clara retint son souffle. Béatrice resta figée. Thomas sentit le monde s'arrêter. La fillette prit le sandwich à 2 mains, le porta à sa bouche, et prit la première bouchée. Le silence qui suivit fut assourdissant. Emma mâcha lentement, comme si elle avait oublié comment faire cela. Elle avala. Et alors quelque chose en elle se brisa. Ce ne fut pas progressif. Ce fut comme une digue qui cède d'un seul coup. Emma lâcha le sandwich et commença à pleurer. Ce n'était pas un pleur doux. C'étaient des sanglots profonds, violents, désespérés. C'était le cri de quelqu'un qui avait accumulé 16 jours de douleur, de peur, de solitude absolue. Emma pleurait, criait et tremblait, et chaque son qui sortait d'elle était un fragment de l'agonie qu'elle avait gardé si longtemps enfermée. Clara ne réfléchit pas 2 fois. Elle prit la fillette dans ses bras et la serra fort. Emma s'accrocha à elle comme si elle se noyait et que Clara était la seule chose solide dans un océan de désespoir. Thomas sentit ses propres jambes fléchir. Il tomba à genoux sur le sol de la chambre, les mains couvrant son visage, en entendant les cris de sa fille. C'étaient des cris de douleur, mais aussi de libération. Emma libérait enfin tout ce qu'elle avait retenu depuis le jour où elle avait vu sa mère mourir. Béatrice recula, pâle, réalisant qu'elle avait été témoin de quelque chose qui allait bien au-delà de tout protocole médical ou hiérarchie de personnel. C'était sacré. C'était une âme revenant d'entre les morts. Emma pleura pendant près d'une demi-heure. Lorsqu'elle s'arrêta enfin, elle était épuisée, mais différente. Ses yeux avaient retrouvé de la vie. Elle regarda Clara, puis son père encore à genoux sur le sol. Et alors, d'une voix rauque de celle qui n'avait pas parlé depuis des semaines, elle dit quelque chose qui détruisit Thomas complètement.
Je voulais aller au ciel retrouver maman. Je pensais que papa ne me voulait plus. Je pensais que si je mourais, personne ne serait triste. Thomas eut l'impression de recevoir un coup de feu dans la poitrine. Il se traîna jusqu'au lit et prit sa fille dans ses bras, pleurant avec elle, demandant pardon à plusieurs reprises, tandis que Clara s'éloignait doucement pour laisser l'espace à ce moment que père et fille devaient partager depuis si longtemps. Les semaines suivantes transformèrent complètement le manoir. Emma recommença à manger, lentement au début, mais de façon régulière. Clara resta à ses côtés, non pas comme employée, mais comme la seule personne en qui la fillette avait réellement confiance. Thomas annula tous ses déplacements professionnels et commença à dîner avec sa fille chaque soir. Il apprenait à être père à nouveau. Mais tout n'était pas rose. Béatrice observait cette transformation avec un ressentiment croissant. Elle avait consacré des années de sa vie à cette famille. Elle avait pris soin d'Emma depuis sa naissance. Elle avait été présente lorsque Catherine est morte. Et maintenant, une étrangère recevait tout le crédit, toute l'attention, toute l'affection qui aurait dû être pour elle. La jalousie se transforma en quelque chose de plus venimeux, en quelque chose de dangereux. Un après-midi, alors que Thomas était dans une réunion rapide au bureau et que Clara emmenait Emma dans le jardin pour jouer, Béatrice trouva l'opportunité parfaite. Elle entra dans la chambre de Clara et commença à fouiller ses affaires. Elle cherchait quelque chose, n'importe quoi, qu'elle pourrait utiliser pour discréditer cette femme qui avait volé sa place. Et alors elle trouva une vieille lettre, gardée dans un tiroir, écrite par la mère de Clara peu avant de mourir. C'était une lettre intime, personnelle, où la mère demandait pardon à sa fille pour ne pas avoir eu d'argent pour un traitement, pour l'avoir laissée seule au monde, pour avoir échoué comme mère. Béatrice lut tout en laissant un sourire cruel se former sur ses lèvres. Elle avait trouvé l'arme parfaite. Ce soir-là, pendant le dîner, Béatrice demanda à parler à Thomas en privé. Il était fatigué, mais accepta. Ils allèrent au bureau, et Béatrice ferma soigneusement la porte. « Monsieur Whitmore, je dois vous dire quelque chose de très grave à propos de Clara. » Thomas fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Béatrice posa la lettre sur la table d'un geste théâtral. « J'ai découvert qu'elle profite de la situation de la fillette Emma. Elle a perdu sa propre mère et essaie de remplacer cette perte en utilisant votre fille. C'est de la manipulation émotionnelle. C'est malsain. » Thomas prit la lettre et lut rapidement. Son expression était fermée, impossible à déchiffrer. Béatrice continua, sentant qu'elle gagnait du terrain. Elle n'est pas formée pour s'occuper d'enfants traumatisés. Elle projette ses propres problèmes sur Emma. Vous devez la renvoyer avant qu'elle ne cause davantage de dégâts. Je peux reprendre soin de la fillette. J'ai de l'expérience. Je connais cette famille. Thomas reposa la lettre sur la table lentement. Il resta silencieux pendant de longues secondes. Béatrice attendait son approbation, son accord, son ordre de renvoi immédiat de Clara. Mais ce qui arriva fut complètement différent. « Vous êtes renvoyé, » dit Thomas, avec une froideur qui coupa l'air. Béatrice cligna des yeux, confuse. « Comment ? Monsieur, je ne comprends pas. Vous avez pénétré dans la chambre d'une employée. Vous avez lu des correspondances personnelles sans permission. Et vous essayez d'utiliser la douleur d'une personne pour la détruire. Je ne tolère pas cela dans ma maison. » La gouvernante sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Mais monsieur, j'ai travaillé ici pendant 20 ans. J'ai pris soin de votre fille depuis sa naissance. Et pendant toutes ces années, vous n'avez jamais réussi à faire ce que Clara a fait en 2 semaines. Elle a sauvé ma fille. Vous essayez de la détruire par pure jalousie. » Les mots frappèrent Béatrice comme des gifles. Son visage devint rouge, puis blanc. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais Thomas leva la main. « Vous avez jusqu'à demain matin pour partir. Je paierai une indemnité généreuse pour vos années de service. Mais je veux que vous soyez hors de ma maison. » Béatrice quitta le bureau en titubant, détruite. Tout ce qu'elle avait construit, toute sa position, toute son importance, s'effondra en quelques minutes. Elle fit ses valises cette même nuit, pleurant de rage et d'humiliation, tandis que les autres employés observaient en silence. Le lendemain matin, Thomas appela Clara pour une conversation. Elle entra dans le bureau, nerveuse, s'imaginant qu'elle serait également renvoyée. Mais ce qui se passa la surprit complètement. « Je veux vous offrir un poste officiel comme garde d'Emma, » dit Thomas. « Avec un salaire juste, des avantages complets, et une chambre permanente ici, dans la maison. Vous avez sauvé ma fille. Vous m'avez sauvé aussi, d'une certaine façon. » Clara sentit ses yeux s'emplir de larmes. « Je ne l'ai pas fait en attendant quelque chose en retour. Je sais. C'est exactement pour cela que je vous l'offre. » Mais il y avait autre chose. Thomas le ressentait maintenant. Ce n'était pas seulement de la gratitude qu'il éprouvait.
C'était quelque chose de plus profond, plus effrayant, plus réel. Il était en train de tomber amoureux de cette femme. De sa bonté. De son courage. De la façon dont elle voyait le monde et les gens. Il ne dit rien à ce moment-là. C'était trop tôt. Catherine était morte il y avait seulement 7 mois. Mais il savait. Et au fond, Clara savait aussi. Emma entra en courant dans le bureau à ce moment précis, un dessin à la main. Elle avait dessiné 3 personnes, un homme grand, une petite fille et une femme avec un énorme sourire. En dessous, avec l'écriture d'enfant penché, était écrit « Ma famille ». Thomas et Clara regardèrent le dessin. Ils se regardèrent l'un l'autre. Et ils surent que quelque chose d'impossible s'était produit. De toute cette douleur, de toute cette obscurité, quelque chose de nouveau naissait. Quelque chose de bon. Quelque chose qui valait la peine d'être protégé. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce jour qui avait tout changé. Le manoir, qui auparavant ressemblait à un mausolée silencieux, avait maintenant retrouvé vie. Des rires résonnaient dans les couloirs. Emma courait dans le jardin avec ses jouets. La couleur était revenue sur ses joues. Ses yeux brillaient de cette lumière que seuls possèdent les enfants heureux. Clara était devenue bien plus qu'une garde. Elle était le pont qui avait reconnecté le père et la fille. Elle apprenait à Emma à gérer le manque de sa mère de manière saine. Elle aidait Thomas à comprendre qu'être présent ne signifiait pas seulement être physiquement dans la même pièce, mais être émotionnellement disponible. Thomas avait changé lui aussi. Il avait réduit drastiquement sa charge de travail. Il priorisait désormais les moments simples, le petit déjeuner avec Emma, les histoires avant de dormir, les promenades au parc. Il avait découvert qu'être père ne consistait pas à tout donner matériellement, mais à être là dans les moments qui comptaient vraiment. Et Clara était toujours là. Pas comme employée. Pas comme salariée. Comme famille. C'était lors d'une nuit de printemps que tout s'imbriqua enfin. Emma s'était couchée tôt après une journée entière de jeu. Thomas et Clara étaient sur la véranda, prenant le thé et observant les étoiles. Le silence entre eux était confortable, rempli de choses non dites qu'ils ressentaient tous deux mais n'avaient pas encore eu le courage d'exprimer. « Je ne t'ai jamais vraiment remercié, » dit Thomas, brisant le silence. « Tu as sauvé ma fille. Tu m'as sauvé aussi. » Clara sourit doucement. « Je n'ai fait que ce que toute personne empathique aurait fait. J'ai vu un enfant souffrir et je n'ai pas pu rester les bras croisés. Ce n'est pas tout. Tu as vu quelque chose que personne d'autre n'a vu. Ni les médecins coûteux, ni les spécialistes renommés. Tu as vu une fillette qui avait besoin d'être comprise, pas réparée. » Thomas se tourna pour la regarder. Ses yeux étaient remplis de quelque chose qui allait au-delà de la gratitude. C'était de l'admiration, du respect, de l'amour. « Clara, je dois te dire quelque chose. Ces derniers mois ont été les meilleurs depuis la mort de Catherine. Et ce n'est pas seulement à cause d'Emma. C'est aussi grâce à toi. Tu as apporté de la lumière dans cette maison. Pour moi. » Clara sentit son cœur s'accélérer. Elle savait où cela allait mener. Une partie d'elle voulait reculer, dire que c'était trop tôt, que les différences entre eux étaient trop grandes. Mais une autre partie, celle qui avait appris que la vie est courte et précieuse, décida d'être courageuse. « Je ressens la même chose, » admit-elle. « J'ai essayé d'ignorer, mais je n'y arrive pas. Tu n'es pas l'homme arrogant que j'avais imaginé en entrant ici. Tu es un père qui était perdu et qui a retrouvé le chemin. » Thomas prit sa main. Ce n'était pas un geste précipité ou désespéré. C'était doux, respectueux, plein de promesses. Il n'y a pas besoin que ce soit maintenant. Il n'y a pas besoin que ce soit rapide. Mais je veux essayer. Je veux construire quelque chose de réel avec toi. Clara serra sa main en retour. Allons-y doucement. Pour Emma. Pour nous. Les mois suivants furent une période de découverte. Dîner à 3. Promenade en famille. Rire sincère. Emma accepta cette nouvelle dynamique avec la sagesse mystérieuse que les enfants possèdent parfois. Elle ne voyait pas Clara comme un substitut à sa mère. Elle la voyait comme quelqu'un de nouveau qui méritait aussi de l'amour. 1 an après ce premier sandwich au fromage fondu, Thomas demanda Clara en mariage. Ce ne fut pas lors d'une fête luxueuse ou dans un restaurant coûteux. Ce fut dans le jardin, avec Emma à leur côté, tenant un bouquet de fleurs qu'elle avait elle-même cueilli. La réponse de Clara fut oui. Le mariage fut simple, intime, rempli de sens. Emma fut la demoiselle d'honneur et porta les alliances avec fierté. Il n'y avait pas des centaines d'invités ni d'ostentation. Juste les personnes qui comptaient vraiment. Cette nuit-là, après la cérémonie, Emma demanda à dire quelque chose. Elle monta sur une chaise, ses 5 ans, et dit quelque chose qui fit pleurer tout le monde. « Ma première maman est au ciel et même de là-haut. Ma deuxième maman est ici et même maintenant. J'ai beaucoup de chance. » Thomas serra les 2 femmes qui avaient sauvé sa vie.
Clara tint Emma fort dans ses bras. Et tous comprirent la véritable leçon de ce parcours, l'argent n'achète pas la présence. Le statut ne crée pas de connexion. Les diplômes n'enseignent pas l'empathie. Ce qui sauve des vies, ce n'est ni le pouvoir ni les connaissances techniques. C'est le courage d'être présent dans la douleur de quelqu'un. C'est la disposition à s'asseoir à côté de quelqu'un qui souffre et dire « Je te vois, je te comprends, tu n'es pas seul ». Emma n'a pas été sauvée par des médecins coûteux ou des traitements innovants. Elle a été sauvée par quelqu'un qui a reconnu sa douleur parce qu'il avait vécu la même chose. Elle a été sauvée par l'amour véritable, par une nourriture faite avec soin, par des mots simples prononcés au bon moment. L'histoire d'Emma, Thomas et Clara nous enseigne que les plus grandes guérisons ne viennent pas de l'extérieur. Elles viennent de connexions humaines réelles, de vulnérabilité partagée, de quelqu'un qui tend la main sans rien attendre en retour. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez et d'où vous regardez. Des histoires comme celle-ci doivent être partagées pour rappeler au monde qu'au final, ce qui compte vraiment, ce n'est pas combien nous possédons, mais combien nous aimons.